Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Il était millionnaire, aveugle et froid, jusqu'à ce qu'une voix inconnue réveille les souvenirs d'un amour oublié. En lui touchant le visage, il murmura « Je t'ai aimé autrefois ». Mais elle cachait un secret capable de tout détruire. Regardez cette histoire jusqu'au bout, vous serez surpris. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions chaque jour des vidéos comme celle-ci. Le silence avait des textures différentes dans chaque pièce du Penthouse. Gaël Sena l'avait appris au cours des 3 dernières années, depuis que l'obscurité était devenue sa seule compagne. Au bureau, le silence était dense, pesant sous le poids des décisions qu'il devait prendre, sans jamais revoir le visage de ceux qui comptaient sur lui. Dans le salon, il était creux, écho à la solitude d'un homme qui dirigeait un empire, agroalimentaire brésilien, mais qui ne pouvait voir au-delà de sa propre douleur. Il était 7 heures du matin lorsqu'il entendit les pas de Maria s'approcher. La secrétaire, qui travaillait à ses côtés depuis 15 ans, avait développé une façon particulière de marcher sur le marbre, comme si elle voulait annoncer sa présence sans l'effrayer. Avant, lorsqu'il voyait encore, il trouvait cela inutile. Maintenant, il comprenait que c'était de la pure politesse. « Bonjour Gaël, ta mère a appelé 3 fois. » dit-elle en posant une tasse de café sur la table avec son soin habituel. « Tu veux que je te rappelle ?» Il secoua la tête, respirant l'arôme familier du café qui émanait de la ferme familiale du Minas Gerais. Il y a 3 ans, lorsque l'hélicoptère s'est écrasé dans la Serra da Canastra, il a perdu bien plus que la vue. Il a perdu son frère aîné, Raphaël, qui aurait dû tout hériter. Il a perdu la liberté d'être seulement le cadet, celui qui pouvait choisir sa propre voie. Et il a perdu quelque chose de plus subtil, mais tout aussi dévastateur, la capacité de rêver. Car même endormi, il rêvait. Et tous ses rêves avaient la même protagoniste, une femme à la voix douce, qui murmurait des mots qu'il ne parvenait jamais à déchiffrer complètement. Il se réveillait toujours au moment où elle s'apprêtait à lui révéler quelque chose d'important, ce qui lui laissait un sentiment d'inachevé qui le hantait toute la journée. « Maria, as-tu contacté cette société de services spécialisés ?»« Oui, le réalisateur viendra aujourd'hui à 14 heures pour présenter le projet. C'est une question d'art, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr de vouloir le faire ?» Gaël souriait, mais c'était un sourire dénué de joie. Après l'accident, tout le monde autour de lui semblait craindre qu'il s'intéresse à tout ce qui ressemblait au monde visuel. Comme si l'art, la beauté et les musées étaient un territoire interdit pour quelqu'un comme lui. Or, c'était exactement le contraire. Il désirait plus que jamais comprendre l'art, ressentir par d'autres sens ce qu'il ne pouvait plus voir. J'en suis sûr. Et Maria, quand elle arrivera, laisse-nous tranquilles. La réunion était prévue à 14 heures, mais elle arriva avec 5 minutes de retard. Gaël le constata au changement de pression atmosphérique à l'ouverture de la porte du bureau, au bruit différent de ses pas sur le marbre, des pas féminins et déterminés, mais d'une légèreté qui suggérait une certaine élégance naturelle. « Monsieur Sena, veuillez m'excuser pour le retard. Je m'appelle Elena Duarte. Je travaille chez Sentido Sant'Arte. » Sa voix le frappa comme la foudre. Ce n'était pas seulement le timbre, même s'il était remarquablement mélodieux. C'était quelque chose de plus profond, une vibration familière, comme si son cerveau reconnaissait une fréquence qu'il avait déjà captée. Gaël sentit son cœur s'emballer, et l'espace d'un instant, il perdit son sang-froid. « Monsieur Sena, vous allez bien ?»« Oui, désolé, veuillez vous asseoir. » Il fit un geste vague vers les chaises, essayant de se calmer. « Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne votre travail ?» Elena s'installa dans le fauteuil en face de lui, et Gaël perçut une odeur subtile, du jasmin, avec des notes boisées. Quelque chose dans cette odeur le transporta instantanément ailleurs, à une autre époque. Un chalet dans les montagnes, l'odeur du bois brûlé, des rires bas au petit matin. Notre travail consiste à traduire des expériences visuelles à travers d'autres sens, commença-t-elle avec une voix un peu trop maîtrisée, comme si elle s'efforçait de conserver un ton professionnel. Pour les musées, les galeries, les expositions privées, nous utilisons des descriptions détaillées, des expériences tactiles lorsque c'est possible, et créons un récit sensoriel qui permet aux clients de vivre pleinement l'œuvre. Et vous faites ça personnellement? Ça dépend du client et du projet.
Dans votre cas, hésita-t-elle, et Gaël perçut son hésitation, comme un musicien perçoit une fausse note. Dans votre cas, oui. Ce serait un travail personnalisé et intensif. Pourquoi as-tu hésité? La question était plus directe qu'il ne l'aurait voulu. Elena resta silencieuse quelques secondes, et Gaël entendit sa respiration légèrement altérée. Je n'ai pas hésité. Je réfléchissais simplement à la meilleure façon de structurer le travail. Elle mentait. Gaël avait développé un sixième sens pour détecter les mensonges depuis qu'il avait perdu la vue. On mentait beaucoup à ceux qui ne pouvaient pas les voir, comme si la cécité entraînait aussi la surdité ou la stupidité. Parlez-moi de vous, Elena. Depuis combien de temps faites-vous ça? 3 ans. J'ai commencé à mon retour de l'étranger. Où habitais-tu? France, Paris. Et pourquoi es-tu revenu? Un autre silence, plus long cette fois. La famille compte. Gaël se pencha légèrement en avant. Elena, puis-je te poser une question qui pourrait te sembler étrange? Bien sûr. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Sa respiration s'arrêta complètement pendant une seconde. Lorsqu'elle reprit, elle était saccadée. Non, non, monsieur Senna, je n'en suis pas sûr. C'était le deuxième mensonge en moins de 10 minutes. Mais cette fois, il y avait autre chose dans sa voix. La peur. Très bien. Quand pouvons-nous commencer? Demain, si tu veux. Il y a une exposition de sculptures contemporaines au MASP. Ce serait intéressant pour commencer. Parfait. Mais Elena... Oui? J'aimerais que tu me lises quelque chose avant d'aller au musée. Que voudrais-tu que je lise? Gaël se leva et se dirigea vers l'étagère, comptant ses pas comme toujours. 3e étagère, 12e livre en partant de la gauche. Ses doigts trouvèrent le volume familier. « Ceci, dit-il en lui tendant le livre. Page 47. Juste le premier poème. » Elena prit le livre, et il entendit le bruit des pages qu'on tournait. Lorsqu'elle trouva la bonne page, elle marqua une pause. « Tu es sûr? C'est un poème plutôt intense. »« J'en suis sûr. » Sa voix changea tandis qu'elle commençait à lire. Elle devint plus basse, plus intime, comme si elle murmurait un secret. « Dans les montagnes où le temps s'arrête, là où l'air est, aussi rare que les promesses, tes doigts tracent des cartes sur ma peau, et je me perds dans des territoires inconnus. » Gaël sentit le monde s'arrêter. Ce n'était pas seulement la voix qui lisait le poème. C'était le souvenir de la même voix, des années auparavant, qui lui lisait les mêmes mots dans une cabane perdue dans les montagnes du Minas Gerais. Il avait 24 ans et se remettait d'une opération du genou après un accident d'équitation. Sa famille m'avait loué une maison dans la Serra da Mantiqueira pour qu'il puisse échapper au stress du travail. Et elle était là. Une jeune fille de 18 ans, aide-soignante, embauchée pour l'aider à se rétablir. De longs cheveux bruns, des yeux couleur miel, un rire facile et une voix qui lui faisait oublier tout ce qui existait au-delà de ces montagnes. « Vas-y, » murmura-t-il presque sans voix. « Ta bouche est un havre de paix. Pour les navires qui ne connaissent pas leur destination, et quand tu m'embrasses, le monde devient trop petit pour contenir tant d'amour. » Sa voix tremblait sur le dernier. Couplet. Gaël entendit le livre se refermer. « Je dois y aller, » dit-elle en se levant rapidement. « Hélène, attends. Non, je ne peux pas faire ce travail, je suis désolée. S'il te plaît, ne pars pas. » Elle s'arrêta, à mi-chemin de la porte. Gaël s'approcha guidé par le son de sa respiration agitée. « Tu es elle, » dit-il plus pour lui-même que pour elle. « Tu es la femme de mes rêves. Tu confonds les choses, je dois y aller. Ton nom était différent. Comment t'appelais-tu à l'époque? Je ne sais pas de quoi tu parles. Elena Maria, dit-il soudain, et il l'entendit haleter. Tu t'appelais Elena Maria Santos. Tu avais 18 ans. Tu me lisais des histoires tous les soirs sur la véranda de la cabane. Tu m'as appris à reconnaître le chant des oiseaux rien qu'au son. Arrêt. Tu avais un petit grain de beauté sur le cou, juste en dessous de l'oreille gauche. Tes mains tremblaient chaque fois que tu me touchais pour vérifier mes bandages, et tu riais quand j'imitais mon père, se plaignant des ouvriers agricoles. Arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir? Elena ne répondit pas. Gaël entendit ses pas se diriger rapidement vers la porte. « Je serai au Maspé demain à 14 heures, » cria-t-il avant qu'elle ne parte. « Avec ou sans toi ?» La porte claqua et il se retrouva seul dans le silence épais du bureau. Mais pour la première fois depuis 3 ans,
Ce n'était pas un silence vide, c'était plein de possibilités. Cette nuit-là, Gaël n'arrivait pas à dormir. Il restait sur le toit terrasse, sentant la brise de mars caresser son visage, et pensant à la jeune fille qui s'était occupée de lui pendant tout un été 15 ans plus tôt. Elena Maria Santos, fille d'une famille modeste de Pouso Alegre, travaillait pour financer ses études d'infirmière. Ils se sont rencontrés un matin de décembre, lorsqu'elle est arrivée avec l'infirmière en chef pour évaluer ses soins post-opératoires. Gaël était grincheux, en colère d'être mis à l'écart de l'entreprise familiale, en colère contre sa propre vulnérabilité. Mais lorsqu'Elena lui a souri et lui a dit « Bonjour, monsieur Gaël, je suis là pour vous aider à aller mieux », que rapidement, quelque chose a changé. Elle ne le traitait pas comme un héritier gâté. Elle n'hésitait pas à argumenter lorsqu'il se plaignait de ses séances de kinésithérapie. Elle riait à ses blagues, mais elle n'hésitait pas non plus à le remettre à sa place lorsqu'il se comportait comme un sale gosse. Et chaque soir, après ses soins médicaux, elle s'asseyait sur le porche avec un livre et lui faisait la lecture. De Pontenay, la poésie principalement. Drummond, Vinicius de Moraes, Cecilia Meirelles, mais aussi des nouvelles, des chroniques et même des recettes quand il n'y avait rien d'autre à lire. Sa voix transformait n'importe quel texte en musique. Ce qui avait commencé comme une amitié s'est transformé en quelque chose de plus profond au cours des longs après-midi de janvier. Des conversations sur les rêves, les peurs, les projets, d'avenir. Des promenades lentes dans la propriété quand ils pouvaient marcher sans douleur. Des mains qui se touchaient par hasard et restaient ensemble un peu plus longtemps que nécessaire. La première fois qu'il l'embrassa, c'était un après-midi pluvieux, alors qu'elle essayait de lui apprendre à jouer aux dames. Il perdit sa concentration en regardant sa bouche lui expliquer les règles, se pencha et l'embrassa. Elle lui rendit son baiser et la partie fut oubliée à jamais. Pendant 3 semaines, ils vécurent un amour intense et secret. Secret car tout le monde savait que c'était impossible. Lui était le 2e fils d'une des familles les plus riches du pays. Elle, une fille pauvre de la campagne. Une fois le traitement terminé, il retournerait à São Paulo, à l'université, dans le monde qui lui appartenait de droit. Et elle retournerait à sa vie, à ses études, à un avenir sans fantasme romantique. Mais au cœur de cet été-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Seul comptait le goût de ses baisers, la façon dont elle se fondait dans ses bras, les promesses murmurées dans l'obscurité qu'ils trouveraient un moyen d'être ensemble. Puis, un matin de février, elle n'est tout simplement pas venue. L'infirmière en chef a annoncé qu'Elena avait une urgence familiale et devait voyager. Elle n'a pas laissé de message, n'a pas dit au revoir, n'a rien expliqué. Gaël a attendu 2 semaines, mais elle n'est jamais revenue. De retour à São Paulo, il tenta de la retrouver. Il engagea des enquêteurs, envoya des gens à Pouso Alegre et offrit de l'argent pour toute information. Mais c'était comme si Elena Maria Santos avait disparu de la surface de la terre. Avec le temps, la blessure s'est cicatrisée, comme toutes les blessures. Il a terminé ses études, a assumé des responsabilités dans l'entreprise familiale, a fréquenté d'autres femmes, s'est construit une vie. Mais il y avait toujours un vide, un sentiment d'incomplétude, comme si une part fondamentale de lui-même s'était perdue dans ces montagnes. Et puis vint le crash, l'hélicoptère qui s'écrasait, Raphaël mourant, l'obscurité éternelle. Et, avec l'obscurité, les rêves. Toujours les mêmes rêves, avec la même voix qui murmurait des mots qu'il ne comprenait pas complètement, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'Elena Duarte apparaisse dans son bureau avec la même voix, le même parfum, la même respiration lorsqu'elle était nerveuse. Gaël savait qu'elle mentirait à nouveau s'il la confrontait directement. Il y avait trop de peur dans sa voix, trop de secrets dans ses silences. Mais il savait aussi qu'elle se présenterait au MASP le lendemain, car, malgré toute sa peur, elle reconnaissait en lui l'homme qu'elle avait aimé 15 ans plus tôt. Et cette fois, il ne la laisserait pas s'enfuir sans explication. Le MASP était moins fréquenté que d'habitude en ce mardi après-midi. Gaël arriva à 14 heures précises, accompagné seulement de Miguel, son chauffeur et agent de sécurité, qui le déposa à l'entrée et partit discrètement. Il connaissait le musée depuis ses années d'université, où il voyait encore, et s'orientait grâce au son et à l'architecture familière. Il se tenait devant les sculptures de l'exposition
corps en mouvement, lorsqu'il entendit ses pas approcher. Cette fois, elle ne chercha pas à se taire. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il sans se retourner. « Je pensais aussi que tu ne viendrais pas, mais c'est ici. Je suis là. » Elena se tenait à ses côtés, et Gaël sentait la chaleur de sa présence. Elle était suffisamment proche pour qu'il puisse humer le parfum du jasmin, mais suffisamment loin pour lui faire comprendre qu'il s'agissait d'une réunion professionnelle. « Que voulez-vous que je décrive en premier ?» demanda-t-elle d'une voix plus contrôlée que la veille. « Avant de commencer, j'aimerais connaître votre vrai nom. Je m'appelle Elena Duarte. Votre nom complet. » Une longue pause. « Elena Maria Duarte Santos. »« Duarte est-il votre nom de femme mariée ?»« Il l'était. As-tu divorcé ?»« J'étais veuve. » Gaël assimila l'information. « Je suis désolé. »« Merci. Ça fait combien de temps ?»« 2 ans. C'est pour ça que tu es revenue de l'étranger ?»« En partie. » Il se tourna vers elle. « Elena, allons-nous faire semblant de ne pas nous connaître, ou allons-nous parler de ce qui se passe réellement ici ? Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Tu sais exactement de quoi je parle. Tu es la femme qui a pris soin de moi dans la Serra da Mantiqueira il y a 15 ans. Tu es la femme qui a disparu sans explication. Et tu es la femme que je n'ai jamais pu oublier. Monsieur Senna. Je m'appelle Gaël, tu le sais. C'était il y a longtemps. Nous étions des personnes différentes. Nous ne sommes pas si différents. » Elena recula de quelques pas. Gaël entendit le bruit de ses talons sur le sol du musée. « Voulez-vous que je décrive les sculptures ou pas ?» Il soupira. « D'accord, on fera comme tu veux. Pour l'instant. » Elena s'est mise au travail et Gaël a immédiatement compris pourquoi elle excellait dans ce domaine. Elle ne se limitait pas à des descriptions techniques. Elle créait des récits, racontant des histoires autour de chaque œuvre, lui permettant non seulement de comprendre la forme, mais aussi de ressentir l'émotion qui se cache derrière l'art. « Cette sculpture s'appelle « Abandon », dit-elle, en s'arrêtant devant une œuvre au centre de la pièce. Elle est en bronze et mesure environ 2 mètres de haut. Elle représente 2 corps, un homme et une femme, entrelacés de telle manière qu'il est impossible de distinguer où l'un finit et où l'autre commence. « Puis-je le toucher ?»« Oui, mais soyez prudent. » Elena guida ses mains vers la sculpture. Ses doigts trouvèrent d'abord le visage féminin, puis descendirent le long de ses bras, de son torse, jusqu'à trouver le point de fusion des 2 corps. « Que ressens-tu » demanda-t-elle, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « Le désespoir » répondit-il sans hésitation, mais aussi l'espoir, comme s'ils s'accrochaient l'un à l'autre pour ne pas se perdre. Les mains d'Elena couvraient les siennes au-dessus de la sculpture. C'est exactement ce que l'artiste voulait transmettre. Ils restèrent ainsi quelques secondes, ses mains explorant le bronze, les siennes guidant le mouvement. Gaël sentit la température d'Elena, la vitesse de sa respiration, la tension de ses muscles. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda-t-il doucement, sans lâcher la sculpture. « Parce que je devais y aller. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que je peux donner. »« M'as-tu aimé ?» Elena retira brusquement ses mains. « On ne peut pas parler de ça ici. » « Alors, où pouvons-nous parler ? On ne peut pas en parler nulle part. » « Pourquoi ? Parce que ça ne ferait aucune différence. » Gaël s'éloigna de la sculpture et se tourna vers elle. « Cela ferait une différence pour moi. Gaël, tu ne comprends pas. Alors explique-moi, fais-moi comprendre. » Elena resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla, sa voix était emplie d'une tristesse qu'il n'avait pas perçue auparavant. « Tu es amoureux d'un souvenir, d'une fille qui a existé il y a 15 ans. Je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus cette personne. Non plus, mais ça ne change rien à ce que je ressens quand j'entends ta voix. Ce que tu ressens, c'est de la nostalgie. Non, dit-il fermement. Ce que je ressens, c'est de la reconnaissance, comme si une partie de moi perdue revenait enfin. » Elena ne répondit pas. Gaël l'entendit s'éloigner. « Où vas-tu ?»« Je dois y aller. Nous n'avons pas encore fini. »« Nous avons fini. » Elle était déjà à quelques mètres lorsqu'il cria « Je te retrouverai, Elena, cette fois je n'abandonnerai pas. » Ses pas s'arrêtèrent. Elle se retourna. Il sentit le changement de direction dans sa voix. « Laisse-le passer. » De côté, Gaël, pour notre bien à tous. Nous tous, qui d'autre est impliqué dans cette affaire? Mais elle était déjà partie, ne laissant dans l'air que l'écho de ses pas et le parfum du jasmin.
Gaël se tenait seul dans la salle d'exposition, entouré de sculptures évoquant l'amour, la perte et les rencontres. Pour la première fois, depuis l'accident, il se sentait vraiment vivant, non pas parce qu'il avait recouvré la vue, mais parce qu'il avait retrouvé l'espoir. Helena Maria Duarte Santos était de retour dans sa vie. Et cette fois, il allait découvrir tous les secrets qu'elle portait en elle, même si cela impliquait d'affronter des vérités qu'il aurait peut-être préféré ignorer. Helena traversait les rues de São Paulo, prise d'une panique, immaîtrisée, les mains tremblantes sur le volant de sa Civic de location. Chaque feu rouge, chaque virage, chaque reflet dans le rétroviseur la faisait vérifier si elle était suivie. Non pas par Gaël, il ne pouvait pas conduire, mais par les fantômes de son propre passé qui avaient refait surface dès qu'elle avait entendu sa voix au bureau. Elle n'aurait pas dû accepter ce poste. Quand elle avait vu le nom de Gaël Sena dans la proposition de l'entreprise, elle aurait dû refuser immédiatement, inventer n'importe quelle excuse. Mais une part d'elle-même, celle qui n'oublierait jamais complètement l'été passé à Serra da Mantiqueira, voulait le revoir. Elle voulait savoir comment il allait, s'il avait toujours le même sourire, s'il faisait toujours ces blagues horribles qui la faisaient rire. Bien sûr, elle ignorait totalement qu'il avait perdu la vue. La nouvelle de l'accident lui était parvenue à Paris, mais par bribes, via des sites web brésiliens qu'elle consultait sporadiquement. Elle savait qu'il avait été impliqué dans un accident d'hélicoptère, que son frère était décédé, qu'il avait pris la présidence de l'entreprise familiale. Mais elle ignorait sa cécité. Voir Gaël ainsi, toujours beau mais marqué par la tragédie, toujours imposant mais vulnérable, avait réveillé en elle un mélange de sentiments qu'elle n'était pas préparée à affronter. Pitié, tendresse, culpabilité et surtout cet amour qui n'était jamais vraiment mort, seulement endormi sous les couches du temps et des circonstances. Helena gara la voiture devant le petit appartement qu'elle avait loué à Villa Madalena, mais ne sortit pas tout de suite. Elle resta plantée là, les mains sur le volant, revivant chaque seconde de leur rencontre au MASP, la façon dont il avait touché la sculpture comme s'il faisait l'amour avec ses propres mains, l'intensité de sa voix lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle était partie, la douleur qu'elle avait entendue lorsqu'il avait dit qu'elle était la femme qu'il n'oublierait jamais. Elle ne l'avait jamais oublié non plus, mais certaines vérités étaient trop lourdes à partager. Le téléphone portable vibrait sur le siège passager. C'était Carmen, la nounou. « Salut, tante Helena. Anna te demande si tu viens dîner. »« J'arrive tout juste, Carmen. Comment ? Va-t-elle ? » ?»« Bien. Elle a fait tous ses devoirs et regarde le dessin animé que tu as laissé, mais tu lui as manqué aujourd'hui. Dis-lui que j'arrive. » Helena raccrocha et sortit enfin de la voiture. Elle gravit les 3 étages jusqu'à l'appartement, essayant de laisser Gaël et toutes les émotions qu'il avait suscitées au rez-de-chaussée, ainsi que la voiture. Mais quand il ouvrit la porte et vit Anna courir vers lui, tout devint plus compliqué. « Maman, tu as mis trop de temps aujourd'hui. » Jasna avait 8 ans, des cheveux bruns bouclés et des yeux noirs expressifs. C'était une petite fille intelligente, affectueuse et curieuse, qui posait 1000 questions à la minute et avait une capacité impressionnante à percevoir les inquiétudes d'Helena. « Désolé, mon amour, le travail a pris plus de temps que prévu. » Helena serra sa fille dans ses bras, humant l'odeur du shampoing pour bébé et sentant la culpabilité lui serrer la poitrine. Anna ignorait qui était le père. Elle savait seulement qu'Helena avait épousé un homme nommé Eduardo Duarte quand elle était petite, qu'il l'avait légalement adoptée et qu'il était décédé 2 ans plus tôt. C'était une vérité partielle, mais c'était la seule qu'Helena pouvait partager. « Maman, es-tu triste ? » ?»« Non, chérie, je suis juste fatiguée. »« Tu veux que je te fasse un massage du dos ? C'est toi qui m'as appris. » Helena sourit, son premier sourire sincère de la journée. « Après le dîner, d'accord ?» Carmen, une femme de 50 ans qui s'occupait d'Anna depuis leur arrivée au Brésil, servit le dîner et lui dit au revoir. Helena resta seule avec sa fille, essayant de se concentrer sur les histoires de l'école, les dessins qu'Anna faisait et les petites merveilles du quotidien d'une enfant de 8 ans. Mais alors même qu'elle écoutait Anna parler de sa nouvelle, prof et de son projet scientifique sur les plantes, une partie de son esprit était concentrée dans le bureau de Gaël, revivant le moment où il avait prononcé son nom complet. Helena Maria Duarte Santos. Comme si les années n'avaient pas passé, comme si elle était toujours la jeune fille de 18 ans,
tombée follement amoureuse de l'héritier d'une fortune. Après qu'Anna se fut endormie, Elena se servit un verre de vin et s'assit sur le petit balcon de l'appartement. San Paolo s'étendait en contrebas, une immensité de lumière contrastant radicalement avec le Paris où elle vivait depuis 10 ans. Là, elle était Elena Duarte, veuve d'un diplomate, mère d'une fille, une femme indépendante qui avait reconstruit sa vie après une tragédie. Ici, elle était à nouveau Elena Maria Santos, la jeune fille pauvre qui osait aimer au-delà de son statut social. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. « Bonjour ? Hélène, c'est moi. » La voix de Gaël lui fit laisser tomber son verre de vin. « Comment as-tu eu mon numéro ?» Ce n'était pas difficile. « Elena, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à dire. Nous avons 15 ans de choses à nous raconter. Je l'ai déjà dit. Tu as dit que j'étais amoureuse d'un souvenir. Peut-être. Mais tu fuis un souvenir aussi. Et ce n'est pas une vie pour nous deux. » Elena ferma les yeux, sentant les larmes monter. « Gaël, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-le-moi. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi pas ? Parce que certaines choses sont trop compliquées pour être expliquées. » « Essayez. » Sa voix était plus douce, presque suppliante. Elena sentit son cœur s'emballer. « Où es-tu » demanda-t-elle. « Devant votre immeuble. » Elena courut jusqu'à la fenêtre du salon et baissa les yeux. Une voiture noire était garée au coin de la rue, moteur tournant. « Tu me suis ? Oh, j'essaie de te trouver. Ce sont deux choses différentes. Gaël, tu ne peux pas débarquer comme ça. Qu'est-ce que tu as ?» Elena s'arrêta. Elle allait dire « J'ai une fille », mais les mots ne sortaient pas. « J'ai une vie dont tu ne fais pas partie. Je sais que tu as une vie. Je veux juste comprendre pourquoi notre histoire s'est terminée sans explication. Notre histoire s'est terminée parce qu'elle devait se terminer. Selon qui ? Elena ne répondit pas. Elle ne pouvait pas répondre. « Descends d'ici, Elena. S'il te plaît. » « Non. » « Alors je monterai. »« Non. » Le ton négatif résonna plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Elena regarda vers la chambre d'Anna, craignant de la réveiller. « Pourquoi pas ?» demanda Gaël, et il y avait une nouvelle conscience dans sa voix. « Qu'est-ce que tu caches là-haut ?»« Rien, c'est juste que je ne veux pas revivre le passé. 15 minutes, Elena. Viens ici et parle-moi pendant 15 minutes. Si après ça tu me demandes de partir et de ne plus jamais revenir, je te promets de respecter ta parole. » Elena regarda à nouveau par la fenêtre. Elle aperçut sa silhouette sur la banquette arrière de la voiture, et même de loin, même dans l'obscurité, elle reconnut sa posture, la façon dont il penchait la tête pour réfléchir. « 15 minutes, » dit-elle, « et ensuite tu es parti. Je te le promets. » Elena vérifia si Anna dormait profondément, attacha ses cheveux en queue de cheval et descendit. Elle ne prit pas la peine de se préparer. Elle voulait qu'il sache que ce n'était pas un rendez-vous romantique. Gaël était adossé à la voiture lorsqu'elle atteignit le trottoir. Il portait un jean et une chemise bleue, et il paraissait plus jeune qu'au bureau, moins formel. Miguel, le chauffeur, s'approcha, mais Gaël lui fit signe de rester dans la voiture. « Merci d'être venu, » dit-il. 15 minutes. 15 minutes. Ils se dirigèrent vers une petite place au bout de la rue. Elena le conduisit vers un banc sous un arbre, loin des lampadaires. Elle ne voulait pas que quiconque les voie, même si les chances de les reconnaître étaient « Mince, parle », dit-elle en s'asseyant à une distance sûre de lui. « Pourquoi es-tu parti ?» J'ai déjà répondu à cette question. « Non, tu n'as pas répondu, tu as esquivé. » Elena soupira. « Parce que je savais que ça ne marcherait pas. » « Comment aurais-tu pu le savoir si nous n'avions pas essayé ? Parce que je connaissais ton monde, et je savais qu'il ne m'accepterait jamais. Tu ne m'as pas donné la chance de choisir. » « Quoi choisir ? Entre ta famille et une pauvre fille de la campagne, entre une vie sans toi et une vie avec toi. » La simplicité de la réponse la désarma. Elena resta silencieuse. Quelques secondes. « Ce n'était pas si simple, » dit-elle finalement. « Pourquoi pas ? Parce que des choses se sont produites, dont tu n'es pas au courant. » « Quelles choses ?» Elena se leva brusquement. Les 15 minutes sont écoulées. « Hélène, attends !» Mais elle retournait déjà au bâtiment. Gaël la suivit, comptant ses pas, essayant de ne pas trébucher sur le trottoir accidenté. « Elena, arrête, s'il te plaît. » Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée.
Que s'est-il passé après ton départ? Demanda-t-il. Rien qui compte maintenant. Cela compte pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai passé 15 ans à me demander si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais dit quelque chose qui t'avait blessé, si tu étais parti parce que tu ne m'aimais pas ou parce que tu m'aimais tellement que tu avais peur. Elena sentit ses larmes revenir. Gaël, et parce que j'ai besoin de savoir s'il y a une chance que nous puissions avoir une seconde chance. Elle se retourna alors, et même dans l'obscurité, il remarqua le mouvement. Ça n'existe pas, dit-elle. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que je suis une autre personne maintenant. Parce que tu es une autre personne maintenant. Parce que certaines choses sont impossibles à reconstruire. Et si je disais que je ne veux pas reconstruire, que je veux construire quelque chose de nouveau? Je dirais que tu es naïf. Et si je disais que je m'en fiche? Elena ne répondit pas. Gaël s'approcha lentement, jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas d'elle. Elena, je sais que tu ressens encore quelque chose pour moi. Je l'ai entendu dans ta voix au musée quand tu as guidé mes mains à travers la sculpture. Je l'ai ressenti dans ta façon de respirer en lisant ce poème. Ressentir quelque chose ne signifie pas que nous devons agir en conséquence. Pourquoi pas? Parce que certaines personnes ont plus à perdre que d'autres. Qu'as-tu à perdre? Elena ouvrit la bouche pour répondre, mais se retint. Comment expliquer qu'elle avait une fille qui ignorait qui était son vrai père? Comment lui dire qu'Anna avait été conçue lors de leur dernière nuit ensemble, alors qu'ils faisaient l'amour sur la véranda du chalet en regardant les étoiles? Comment expliquer qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte 2 semaines, ça, après son départ, alors qu'il était déjà trop tard pour revenir? J'ai une vie ici, dit-elle finalement. Des responsabilités que tu ne peux pas imaginer. Essayez de me faire comprendre. Je ne peux pas. Elena, si tu as peur que ma famille ne t'accepte pas, les choses ont changé. J'ai 39 ans, je dirige une entreprise, je prends mes propres décisions. Il ne s'agit pas de ta famille. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que certaines portes, lorsqu'elles se ferment, ne devraient plus être ouvertes. Gaël resta silencieux un instant. Lorsqu'il parla, sa voix était emplie de tristesse. « M'as-tu aimé » La question la prit au dépourvu. Elena sentit une larme couler sur son visage. « Oui, » murmura-t-elle, « je t'aimais. »« Passé » Gaël. « Est-ce que tu m'aimes toujours » Elena ne pouvait pas répondre. La réponse était inscrite dans chaque fibre de son être, dans chaque battement de son cœur, dans chaque larme qu'elle versait. Mais la dire à voix haute reviendrait à ouvrir une porte qu'elle avait verrouillée pendant 15 ans. « Je dois monter, » dit-elle. « Hélène, réponds à la question. »« Bonsoir, Gaël. » Elle commença à marcher vers le bâtiment, mais sa voix l'arrêta. « Je vais découvrir ce que tu caches. » Hélène s'arrêta sans se retourner. « Ce n'est pas une menace, » a-t-il poursuivi. « C'est une promesse, parce que je sais que tu souffres autant que moi. Et personne ne devrait avoir à porter ce fardeau seul. » Elena entra dans le bâtiment sans se retourner, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle jusqu'à ce que l'ascenseur se ferme. Arrivé à l'appartement, il se rendit directement dans la chambre pour voir comment allait Anna. La jeune fille dormait profondément, un bras sur l'oreiller, les cheveux étalés. Dans l'obscurité, le visage détendu par le sommeil, elle ressemblait encore plus à Gaël. Elle avait les mêmes traits prononcés, la même mâchoire, la même façon de froncer les sourcils, même endormie. Elena s'assit au bord du lit et observa sa fille quelques minutes. Anna était ce qu'elle avait de plus précieux, la seule chose qui comptait vraiment. Et elle ferait tout pour la protéger, même si cela impliquait de continuer à mentir au père de la jeune fille, parce qu'il y avait des choses dans la vie d'Elena que Gaël ne savait pas, et qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il ne les sache jamais. Comme le fait qu'elle n'ait pas quitté la Serra da Mantiqueira de son plein gré. Elle y avait été littéralement emmenée par Marcelo Senna, le père de Gaël, un matin de février 15 ans plus tôt. Elena se souvenait parfaitement de ce jour-là. Elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine du chalet lorsqu'elle entendit le bruit des voitures qui arrivaient. Elle pensa qu'il s'agissait de l'équipe médicale qui venait procéder à l'examen final de Gaël avant sa sortie. Mais en ouvrant la porte, elle trouva Marcelo Senna sur le porche, accompagné de 2 hommes en costume. « Madame Elena Santos. »« Oui, monsieur. J'ai besoin de te parler, en privé. » Gaël dormait encore.
Elena sortit sur le balcon et ferma la porte derrière elle. « Monsieur Senna, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?»« C'est arrivé, mon fils est tombé amoureux de toi. » Elena sentit son visage rougir. « Monsieur, Inutile de le nier, j'ai des yeux et j'ai des informations. » « Informations ?» Marcelo sortit une enveloppe de la poche de sa veste. « Votre dossier complet, mademoiselle. Santos, famille, histoire financière, antécédents. Tout cela est très intéressant. » Elena prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents concernant toute sa famille, actes de naissance, justificatifs de revenus et même des photos. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que mon fils est un homme important et qu'il le sera encore plus à l'avenir. Et les hommes importants ne peuvent pas se permettre de fréquenter n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Pour moi, oui. Et pour la société dans laquelle mon fils vivra, oui aussi. » Elena sentit la colère monter en elle. « Que veux-tu? Puissiez-vous disparaître de sa vie? Et si je ne veux pas ?» Marcelo sourit, mais d'un sourire froid et calculé. « Alors je vais devoir rendre la vie de ta famille très difficile. Ton père travaille à la mairie de Pouso Alegre, n'est-ce pas? Un poste d'officier. Ta mère est femme de ménage à l'hôpital municipal. Ton petit frère essaie d'intégrer une université fédérale. Ce serait dommage que toutes ces situations se compliquent soudainement. » Elena comprit immédiatement la menace. « Tu me fais chanter. J'offre une opportunité, que tout le monde y gagne. » Quelle opportunité? Marcelo sortit un chèque de sa poche. 50 000 réaux, pour que tu disparaisses aujourd'hui, sans dire au revoir, sans laisser de traces. Et 50 000 autres dans 6 mois, si tu gardes tes distances avec mon fils. Elena regarda le chèque nauséeuse. « Et si je lui disais ce que tu fais? Tu peux essayer, mais je connais mon fils, il sera déchiré entre son amour pour toi et sa loyauté envers sa famille, et cette division le détruira. Veux-tu cela ?» Elena savait que Marcelo avait raison. Gaël aimait sa famille par-dessus tout. S'il savait que son père avait menacé Elena, il serait en conflit permanent. Et elle l'aimait trop pour le mettre dans une telle situation. « J'ai besoin de quelques heures pour décider. Tu as 1 heure. Si tu n'es pas parti à 22 heures, je commencerai à passer des coups de fil. » Marcelo se tourna pour partir, mais Elena l'appela. « Monsieur Senna? Oui? Es-tu sûr de faire la bonne chose? Je protège mon fils. Un jour, quand tu auras des enfants, tu comprendras. » Après leur départ, Elena resta quelques minutes sur le porche, essayant de digérer ce qui s'était passé. Elle regarda la chambre où dormait Gaël, imaginant ce que ce serait de le réveiller et de tout lui raconter. Mais elle n'y parvenait. C'est pas. Car au fond d'elle-même, elle savait que Marcelo avait raison sur un point. L'amour serait plus destructeur que constructif. Elle a donc emballé ses quelques affaires, laissé une lettre expliquant qu'elle avait une urgence familiale, et est partie. Elle a accepté le chèque, non par cupidité, mais parce qu'elle en aurait besoin pour recommencer sa vie, loin de Gaël. 2 semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elena fut tirée de ses souvenirs par le bruit des mouvements d'Anna dans son lit. La jeune fille ouvrit les yeux encore endormie. « Maman, tu vas bien ?»« Je le suis, mon amour. Rendors-toi. » « Tu pleurais ?» Elena essuya les larmes qu'elle ignorait. « Non, ma chérie, c'était juste le vent. » Anna la regarda avec cette conscience effrayante que les enfants ont parfois. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Mon vrai père, était-il une bonne personne ?» La question frappa Elena comme un coup de poing dans l'estomac. Anna n'avait jamais posé de questions sur son père biologique auparavant. « Pourquoi demandes-tu ça maintenant ?»« Parce qu'aujourd'hui tu as l'air triste. Et je n'arrête pas de penser que s'il était quelqu'un de bien, tu ne serais peut-être pas triste. » Elena s'allongea à côté de sa fille et la serra dans ses bras. « C'était quelqu'un de très bien, Anna, l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Alors pourquoi n'est-il pas resté avec nous? Parce que parfois la vie est trop compliquée et que les bonnes personnes ne peuvent pas rester ensemble. Tu penses que je le rencontrerai un jour ?» Elena ferma les yeux, sentant le poids de la question. « Je ne sais pas, mon amour, peut-être. J'aimerais le rencontrer, lui dire que tu es la meilleure mère du monde. » Elena serra sa fille contre elle, essayant de ne plus pleurer. « Je t'aime, Anna. Je t'aime aussi, maman. » Quand Anna se rendormit, Elena alla dans sa chambre et prit une boîte au fond du placard.
À l'intérieur se trouvèrent des photos de l'époque où elle vivait à Serra da Mantiqueira, des lettres que Gaël lui avait écrites pendant son traitement et la seule photo qu'ils avaient ensemble. Elle avait été prise par un infirmier par un après-midi ensoleillé, tous deux assis sur la véranda du chalet, lui la tenant dans ses bras, tous deux souriants. Elle fixa longuement la photo, comparant le visage de Gaël avec celui d'Anna, endormie. La ressemblance était indéniable. Quiconque voyait les deux images côte à côte aurait immédiatement compris qu'il s'agissait d'un père et d'une fille. Le téléphone a sonné à nouveau. Gaël. « Elena, j'ai besoin de te voir demain. »« Car Gaël, nous avons déjà parlé. »« Non, on ne parle pas. On tourne autour du pot. Demain, je veux que tu me dises ce qui s'est réellement passé. »« Je ne peux pas. Alors je le découvrirai par moi-même. J'ai engagé une enquêtrice, Elena. Demain soir, je saurai tout de ta vie depuis 15 ans. » Elena sentit la panique revenir. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux, et je le ferai, à moins que tu ne me dises la vérité. »« Gaël, tu ne comprends pas. »« Alors fais-moi comprendre. Retrouve-moi demain à 20h au restaurant de l'hôtel Fasano, seul, et dis-moi tout. Et si je n'y vais pas, alors tu devras vivre avec les conséquences de ce que je découvre par moi-même. » Il raccrocha, laissant Elena avec le téléphone à la main et le cœur battant. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Gaël était un homme déterminé, et s'il avait dit qu'il découvrirait tout, il le ferait vraiment. La question était, aurait-elle le courage de dire toute la vérité, y compris le fait qu'Anna était sa fille? Elena regarda à nouveau la photo d'eux deux ensemble, jeunes et amoureux, sans savoir que le destin leur préparait une séparation aussi douloureuse. Puis, elle remit tout dans la boîte et la rangea dans le placard. Demain, elle devrait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Continuer à protéger les secrets qui la protégeaient, ou tout risquer pour une seconde chance en amour. Et pour la première fois en 15 ans, elle ne savait pas quel serait son choix. Elena passa toute la journée à chercher le courage de la rencontrer ce soir-là. Elle emmena Anna à l'école, le matin comme d'habitude. Mais cette fois, elle observa chaque geste de sa fille avec une intensité différente. La façon dont Anna lui tenait la main, son sourire à ses camarades, la lueur de ses yeux lorsqu'elle parlait du projet scientifique. Serait-ce sa dernière matinée normale avant que tout ne bascule à jamais? « Maman, tu agis bizarrement ?»« Qu'aujourd'hui, » commenta Anna alors qu'elles sortirent de la voiture devant l'école. « Que veux-tu dire par étrange? Tu me regardes comme si tu allais me perdre. » La perception de la jeune fille effraya Elena. « Ne sois pas bête. Je passe te chercher à 17h, d'accord? »« D'accord, maman? Oui, je t'aime. » Ces mots simples frappèrent Elena comme un coup de poignard. « Je t'aime aussi, mon amour, plus que tout au monde. » Elena passa la matinée dans son appartement, incapable de se concentrer. Elle essaya de travailler sur d'autres projets pour l'entreprise, mais les mots se mélangeaient sans cesse sur l'écran de l'ordinateur. Elle essaya de ranger la maison, mais abandonna après avoir réorganisé le même tiroir 3 fois. Elle essaya de déjeuner mais refusa. À 2h de l'après-midi, le téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Bonjour, Madame Elena Duarte. Je suis Roberto Mendes, détective privé. Je travaille pour Monsieur Gaël Sena. » Le sang d'Elena se glaça. « Que veux-tu? »« J'aimerais vous parler, madame. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. »« Quel genre d'informations? Ce serait mieux si on se parlait en personne. Tu peux me rencontrer maintenant. Il y a un café au coin de ton immeuble. » Elena regarda par la fenêtre et vit un homme d'âge moyen assis à une table, devant le café en train de parler au téléphone. C'était lui. « Je descends dans 5 minutes. » Elena prit son sac et descendit, le cœur battant la chamade. Roberto Mendes était un homme ordinaire, d'apparence calme, mais quelque chose dans son regard l'a mis sur ses gardes. « Madame Duarte, merci d'avoir accepté de me parler. Qu'as-tu découvert ?» Roberto ouvrit un dossier et en sortit quelques photos. La première montrait Elena quittant la maternité parisienne, Anna, nouveau-née, dans les bras. La deuxième la montrait à son entrée dans une école française avec Anna, alors âgée de 5 ans. La troisième, plus récente, les voyait arriver au Brésil à l'aéroport de Guarulhos. « Des informations intéressantes sur votre vie ces dernières années, » a-t-il déclaré. « Vous avez épousé Eduardo Duarte à Paris en 2015. Il est décédé dans un accident de voiture en 2022.
Vous êtes retourné au Brésil la même année avec votre fille Anna, âgée de 8 ans. Elena s'efforça de garder une expression neutre. Et alors? Et il y a une divergence intéressante dans les dates, Madame Duarte. Roberto a pris une autre photo du dossier. C'était un acte de naissance. Anna est née en novembre 2015, mais vous n'avez épousé Eduardo Duarte qu'en mars 2015, et selon les dossiers médicaux, Anna a été conçue en février 2009. Elena sentit le monde tourner. Que veux-tu? Je veux comprendre pourquoi un enfant conçu en février 2009 a été enregistré comme la fille d'un homme qui n'a rencontré la mère que 6 ans plus tard. Eduardo l'a adopté. Oui, c'est dans les journaux, mais qui est le père biologique de la fille? Elena se leva brusquement. Ça ne te regarde pas. En fait, si. Parce que mon client m'a engagé pour découvrir pourquoi la femme qu'il aimait il y a 15 ans a disparu sans explication. Et maintenant, je découvre qu'elle avait une fille 9 mois après sa disparition. Tu ne peux rien prouver. Roberto sourit. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je dois juste dire à mon client ce que j'ai découvert et le laisser tirer ses propres conclusions. Comme? À quel point voulez-vous oublier cette information? Roberto parut offensé. Madame Duarte, je ne travaille pas comme ça. Mon client m'a payé pour découvrir la vérité, et c'est ce que je vais lui donner. S'il te plaît, murmura Elena. Tu ne comprends pas. S'il sait quoi? Qu'il a une fille? S'il l'apprend, il voudra faire partie de sa vie, et cela détruira tout ce que j'ai construit pour la protéger. La protéger de quoi? Elena ne répondit pas. Elle ne pouvait expliquer qu'elle avait passé les 15 dernières années à protéger Anna du monde de Gaël, des pressions, des dangers, de la visibilité qu'impliquait le fait d'être la fille de l'un des hommes les plus riches du Brésil. Qu'en vas-tu lui dire? Je te l'ai déjà dit. Elena sentit le sol disparaître sous ses pieds. Quoi? Je l'ai appelé il y a 1 heure. Il est en route pour l'école de votre fille. Elena se leva si vite qu'elle renversa la chaise. Il ne peut pas. Anna ne sait pas qui il est. Peut-être qu'il est temps qu'elle le sache. Elena courut vers la voiture, les mains si tremblantes qu'elle pouvait à peine mettre la clé dans le contact. Il était 15h30. L'école était à 15 minutes, mais avec la circulation de São Paulo, cela pouvait prendre 2 fois plus de temps. Elle conduisait comme une folle, grillant les feux jaunes, klaxonnant les voitures lentes, prenant des virages dangereux. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais elle ne répondit pas. Rien n'avait d'importance, sauf arriver à l'école avant que Gaël ne retrouve Anna. À son arrivée, il vit sa voiture garée devant le portail. Miguel était appuyé contre le véhicule et Gaël était assis à l'arrière, fenêtre ouverte, écoutant les bruits de l'école. Elena s'arrêta derrière sa voiture et sortit en s'approchant lentement. Gaël. Il tourna la tête vers elle. Elena, que faites-vous ici? J'écoute ma fille jouer. Ces mots furent comme une gifle. Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. Gaël, s'il te plaît. Elle a 8 ans, dit-il d'une voix trop contrôlée. Elle est née en novembre 2015. Elle a été conçue en février 2009. Gaël, notre dernière nuit ensemble, sur le porche de la cabane, à regarder les étoiles. Elena ne put répondre. Ses larmes coulaient à flots. Pourquoi? Ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne pouvais pas. Tu n'as pas pu ou tu n'as pas voulu? Je ne pouvais pas. Gaël sortit de la voiture et s'approcha d'elle, guidé par le son de sa voix. Explique-moi. Ton père m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait ma famille si je ne disparaissais pas de sa vie. Mon père est mort il y a 5 ans, Elena. Je sais. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était trop tard. Tu avais repris l'affaire, tu étais dans tous les journaux, tu vivais dans un monde où je n'avais pas ma place. C'était ma décision à prendre. C'était aussi ma décision de protéger. Protéger qui? Moi ou toi? À elle, cria Elena en désignant l'école. Je voulais la protéger. Gaël resta silencieux un instant. Lorsqu'il parla, sa voix était plus douce. La protéger de quoi? Être la fille de Gaël Sena. Les projecteurs, la pression, les attentes, les dangers. Grandir dans un monde où les gens attendaient quelque chose d'elle avant même de la connaître. Et tu pensais qu'il serait mieux pour elle de grandir sans père? Je pensais qu'il serait préférable qu'elle grandisse normalement. Eduardo était un père merveilleux pour elle. Il l'aimait comme si elle était sa fille biologique. Mais ce n'était pas sa fille.
C'était la mienne. Oui, corrigea Elena. Elle est à toi. Ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de l'école, les cris des enfants qui jouaient, les rires, les voix des enseignants. Quelque part à l'intérieur se trouvait Anna, inconsciente que sa vie allait changer à jamais. « Comment est-elle » demanda Gaël. Elena sourit à travers ses larmes. « Elle est incroyable, intelligente, courageuse, drôle. Elle pose 1000 questions à la minute et n'accepte pas les réponses vagues. Elle adore dessiner, déteste les brocolis et dort en serrant dans ses bras un ours en peluche qu'Eduardo lui a offert. Est-ce que ça me ressemble ? Très bien, il a tes yeux, ton menton, ton entêtement. Gaël rit doucement. Et ton cœur ? Elle a hérité ça de moi. La cloche de l'école sonna, annonçant la fin des cours. Elena sentit la panique revenir. Gaël, s'il te plaît. Pas maintenant. Elle n'est pas prête. Quand sera-t-elle prête ? Je ne sais pas, j'ai besoin de temps pour la préparer. 15 ans, ce n'était pas assez. La critique était blessante, mais Elena savait qu'elle était juste. Donnez-moi encore une semaine, laissez-moi lui dire à ma façon. Gaël réfléchit à la proposition. 1 semaine. Mais après, je veux rencontrer ma fille. Il va bien. Et Elena ? Oui, la réunion de ce soir est toujours d'actualité. Nous avons encore beaucoup de choses à discuter. Elena hocha la tête. Elle vit Anna sortir de l'école, la cherchant du regard. Quand la jeune fille la vit, elle courut vers la voiture, son sac à dos se balançant sur son dos. « Salut maman, pourquoi pleures-tu » Elena essuya rapidement ses larmes. « Je ne pleure pas, mon amour. Ce sont des allergies. » Anna regarda Gaël qui se tenait à côté de sa voiture. « Qui est cet homme » Elena regarda Gaël qui était visiblement attentif à la conversation. « C'est une amie de maman. » « Il ne voit pas ?»« Non, ma chérie. Il a perdu la vue dans un accident. » Anna lâcha la main d'Elena et se dirigea vers Gaël. Elena essaya de la retenir, mais c'était trop tard. « Salut, » dit Anna. « Je m'appelle Anna, quel est ton nom ?» Gaël se pencha à sa hauteur. « Salut Anna, je m'appelle Gaël. Es-tu vraiment l'ami de ma mère ?»« Oui, je le suis, depuis longtemps. Veux-tu que je te décrive mon apparence ? Ma mère disait que les aveugles aiment qu'on décrive les choses. » Elena sentit son cœur s'arrêter. Gaël sourit, le sourire le plus sincère qu'elle lui ait vu depuis leur retrouvaille. « J'aimerais que tu te décrives à moi. J'ai 8 ans. J'ai des cheveux bruns bouclés qui, selon ma mère, ressemblent à une crinière de lion quand je me réveille le matin. J'ai les yeux foncés, je suis grand pour mon âge, et il me manque des dents de devant. Elle doit être une très jolie fille. Ma mère le dit. Mais toutes les mères disent ça, non ?» Gaël rit. « C'est vrai, mais je suis sûr que ta mère a raison. » « Gaël, » dit Anna en testant le nom, « c'est un joli nom. J'ai connu quelqu'un qui portait ce nom. »« Vraiment ? Où ?»« Dans un rêve, j'ai rêvé d'un homme nommé Gaël qui semblait très important et très triste. »« Es-tu triste ?» La question prit Gaël au dépourvu. Elena le vit déglutir avec difficulté. « Parfois, » répondit-il, « honnêtement. Mais aujourd'hui, je suis moins triste. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré une fille très spéciale nommée Anna. » Anna sourit, satisfaite de la réponse. « Veux-tu dîner avec nous aujourd'hui ? Ma mère fait un très bon stroganoff. » Elena intervint rapidement. « Anna, monsieur Gaël a des engagements aujourd'hui. »« C'est vrai, » confirma Gaël, « mais peut-être un autre jour. »« Promesse ?» Gaël tendit la main et Anna la serra. « Promis. »« Allez, Anna, » dit Elena, « il faut qu'on y aille. » Anna dit au revoir à Gaël et courut vers la voiture. Avant de monter, Gaël appela Elena. 8 heures du soir, face à nous. Je serai là. Sur le chemin du retour, Anna n'arrêtait pas de parler de Gaël. Il a l'air d'être quelqu'un de bien, maman. Et il n'a pas l'air triste, même s'il dit qu'il l'est parfois. D'où le connais-tu ? Du travail, chérie. Sera-t-il notre ami ? Elena regarda sa fille dans le rétroviseur. Pourquoi veux-tu qu'il soit notre ami ? Parce que je l'appréciais, et parce que tu avais l'air plus heureuse quand tu lui parlais. La perception d'Anna était parfois effrayante. Anna, puis-je te poser une question ? Bien. Sûr ? Est-ce que ça te manque d'avoir un père ? Anna réfléchit un instant. Parfois, surtout quand je vois mes amis avec leurs parents, mais tu es à la fois maman et papa, alors ça ne me manque pas tant que ça. Et si je te disais que ton vrai père est vivant ? Mon vrai père, ce n'est pas papa, Eduardo.
Papa Eduardo t'a adopté quand tu étais petite, tu te souviens? Il t'aimait comme si tu étais sa fille, mais il n'était pas ton père biologique. Ah oui, je me souviens que tu me l'avais expliqué. Anna resta silencieuse quelques secondes. Mon vrai père sait-il que j'existe? Je ne le savais pas, mais maintenant, je le sais. Est-ce qu'il veut me rencontrer? Il veut. Et tu veux que je le rencontre? Helena s'arrêta à un feu rouge et se tourna vers sa fille. Je veux que tu sois heureuse, Anna. Si rencontrer ton père te rend heureuse, alors oui. Et si ça ne me rend pas heureux? Alors nous trouverons un moyen de résoudre ce problème. Anna hocha la tête, satisfaite de la réponse. D'accord, mais est-ce que je pourrais le rencontrer quand je me sentirai prête? Bien sûr que tu peux. Et vous serez ensemble? Toujours. Ce soir-là, Helena laissa Anna avec Carmem et se prépara pour son rendez-vous avec Gaël. Elle choisit une robe noire simple, attacha ses cheveux en chignon bas et porta un maquillage léger. Elle ne voulait pas avoir l'air de vouloir l'impressionner. Le restaurant de l'hôtel Fasano était moins fréquenté en ce mardi soir. Gaël était déjà là à son arrivée, assis à une table privée dans un coin, à l'écart des autres convives. Il portait un costume sombre et paraissait plus calme que lors de leur rencontre à l'école. « Salut », dit-elle en s'asseyant sur la chaise en face de lui. « Salut, merci d'être venu. » Le serveur s'approcha, mais Gaël lui fit signe de s'éloigner. Ils restèrent assis en silence quelques instants, le poids de la conversation qu'ils devaient avoir pesant sur eux. « Elle est belle », dit finalement Gaël, E.T., et intelligent. Très. Et il a sa personnalité. Helena sourit. Tu as compris ça en 5 minutes de conversation? J'ai remarqué. Sa façon de m'aborder, sans peur, sans préjugés, sa façon de poser des questions directes, son souci de mes sentiments. Elle a toujours été comme ça, depuis qu'elle est petite. Helena, j'ai besoin de tout savoir, depuis le moment où tu as appris ta grossesse jusqu'à aujourd'hui. Helena soupira. C'est une longue histoire. Nous avons le temps. Helena commença à raconter son histoire. Elle évoqua son désespoir lorsqu'elle découvrit sa grossesse, 2 semaines après avoir quitté Serra da Mantiqueira. Elle évoqua l'impossibilité de contacter Gaël, qui avait déjà assumé d'énormes responsabilités au sein de l'entreprise. Elle évoqua également sa décision de partir en France, où vivait une cousine, pour accoucher loin des projecteurs brésiliens. Elle a raconté ses premières années difficiles à Paris, où elle travaillait comme traductrice indépendante, tout en s'occupant seule d'Anna. Elle a également évoqué sa rencontre avec Eduardo Duarte, un diplomate brésilien veuf qui s'était pris d'elle et d'Anna, et qui lui a offert stabilité et protection. Savait-il qu'Anna n'était pas sa fille? Je le savais, je le lui ai dit dès le début de notre relation. Il m'a répondu que ça n'avait pas d'importance, qu'il aimerait Anna comme sa propre fille. Et tu as aimé? Absolument. Anna l'adorait. Elle l'appelait papa et il fondait à chaque fois. Comment est-il mort? Accident de voiture. Je revenais d'une réunion à l'ambassade par une nuit pluvieuse. La voiture a dérapé dans un virage. Gaël resta silencieux, traitant l'information. Pourquoi es-tu revenu au Brésil? Parce qu'Anna a commencé à se poser des questions sur ses origines. Elle voulait connaître son pays natal, apprendre le portugais, découvrir la culture brésilienne. Et moi, je savais qu'un jour je devrais lui dire la vérité sur son père biologique. Et tu te préparais à ça? J'essayais, mais je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Gaël se pencha en avant. Helena, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne veux pas te priver d'Anna. Je ne veux pas changer la vie que tu as construite. Je veux juste en faire partie. Comme? Je ne sais pas encore. On doit le découvrir ensemble. Gaël, le monde dans lequel tu vis est très différent du nôtre. Anna a grandi de manière simple et normale. Elle n'est pas préparée à la pression d'être la fille de Gaël Sena. Nous allons donc la protéger de cette pression. Comme? Être prudent, garder les choses privées, introduire les choses progressivement. Helena secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question d'intimité. C'est une question d'attente, de responsabilité, d'un avenir qu'elle n'a pas choisi. Helena, c'est ma fille. J'ai des droits. Et j'ai des devoirs. Le devoir de la protéger. La protéger de moi? Protégez-la des conséquences d'être votre fille. Gaël resta silencieux un long moment.
Lorsqu'il parla, sa voix était chargée d'émotion. « Elena, j'ai perdu 15 ans de la vie de ma fille, 15 ans de ses premiers mots, de ses premiers pas, de son premier jour d'école, de sa première dent qui est tombée. Je ne peux pas rattraper ce temps perdu, mais je peux construire un avenir avec elle. Et si elle ne veut pas, alors je respecterai cela, mais elle a le droit de choisir. » Elena savait qu'il avait raison. Anna avait le droit de connaître son père et de décider du type de relation qu'elle souhaitait avoir avec lui. « D'accord, dit-elle finalement, mais à ma façon, progressivement. Et si jamais je pense que ça lui fait du mal, j'arrêterai tout. Combiné. »« Et Gaël ? » ?»« Oui. Je veux que tu saches que, malgré tout, tu as toujours compté pour moi. Et que si les circonstances étaient différentes, seraient-ils différents maintenant ?» La question la prit tôt. Dépourvue, Elena le regarda. L'homme qu'elle avait aimé 15 ans auparavant et qu'elle découvrit qu'elle n'avait jamais vraiment cessé d'aimer. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Tu veux le savoir ?»« Gaël, je ne demande pas une réponse maintenant. Je demande une opportunité. Rencontrer ma fille, te reconquérir, fonder une famille. »« Une famille ?» répéta Elena comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. « Pourquoi pas ? Nous nous sommes aimés autrefois. Nous avons une fille formidable. Nous sommes adultes, capables de prendre nos propres décisions. Et ta famille, la société, la presse. Ma famille devra l'accepter. La société devra s'adapter. Et la presse, eh bien, on verra ça le moment venu. » Elena sentit quelque chose remuer en elle, quelque chose qu'elle avait gardé enfoui pendant 15 ans. L'espoir. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. « Combien de temps ? » « Je ne sais pas. Il est temps de parler à Anna, de la préparer, de m'assurer que je fais bien les choses. »« D'accord, mais Elena ?»« Oui ? Cette fois, ne disparaît pas sans prévenir. » Elle sourit, le premier sourire sincère de la soirée. « Je ne vais pas disparaître. »« Promesse ? Je te le promets. » Ils se levèrent pour partir, et lorsqu'ils furent à la porte du restaurant, Gaël l'appela. « Hélène ? Oui ? Merci. Pourquoi ? Pour avoir si bien pris soin de notre fille. » Les mots « notre fille » la bouleversèrent. Pour la première fois depuis 15 ans, Elena sentit qu'elle n'était pas seule. Une semaine plus tard, Elena était assise dans le salon avec Anna, toutes les deux sur un canapé, avec un album photo entre elles. « Anna, tu te souviens que j'ai dit que ton vrai père voulait te rencontrer ? » »« Je me souviens. »« Eh bien, j'ai apporté quelques photos pour te les montrer. » Elena ouvrit l'album à la première page. C'était une photo d'eux deux sur le porche du chalet, jeunes et amoureux. « Voici ton père, » dit-elle, « à l'époque où on s'est rencontrés. » Anna a étudié la photo attentivement. Il avait l'air heureux. C'était le cas. Nous étions très heureux. « Et cet homme, » dit Anna en désignant Gaël sur la photo, « est-ce le Gaël que j'ai connu ? À l'école ?» Elena sentit son cœur s'arrêter. « Comment le sais-tu ? » La forme de son visage, son sourire, et quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais je l'ai reconnu. Elena regarda sa fille, impressionnée une fois de plus par sa perspicacité. « Oui, dit-elle, Gaël est ton père. » Anna resta silencieuse quelques instants, regardant la photo. « C'est pour ça que tu étais triste quand tu l'as revu ? » ?»« En partie. Et c'est pour ça que je l'aimais tant ? » ?»« Peut-être. » Anna ferma l'album et se tourna vers Elena. « Maman, je peux te poser une question ? » « Bien sûr. Tu l'aimes toujours ?» La question fut comme un coup de poing dans l'estomac. Elena regarda sa fille, ses yeux sombres si semblables à ceux de Gaël. « Oui, » dit-elle finalement, « je l'aime toujours. »« Et il t'aime ? Je pense que oui. »« Alors pourquoi ne restez-vous pas ensemble ? » ?»« Parce que c'est compliqué, chérie. »« À cause de moi ? » ?»« Non, jamais à cause de toi. Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Anna s'approcha et serra Elena dans ses bras. « Maman, je veux connaître mon vrai père, et je veux que tu sois heureuse. »« Es-tu sûre ? » ?»« Oui, mais à une condition. »« Lequel ? » ?»« Ça, si les choses tournent mal, on sera toujours juste tous les deux, d'accord ?» Elena serra sa fille contre elle. « On sera toujours toutes les deux, Anna, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, Elena a appelé Gaël. « Elle sait, dit-elle. » Dès qu'il répondit. « Comment a-t-elle réagi ?»« Eh bien, très bien en fait. Elle veut vraiment te connaître. »« Quand ? » ?»« Cet après-midi, si tu veux. Allons au parc d'Ibirapuera, un endroit neutre, sans pression. »« Parfait.
Elena? Oui. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci d'avoir attendu. Cet après-midi-là, Elena et Anna arrivèrent les premières au parc. Elles choisirent un endroit près du lac, à l'ombre et avec des bancs. Anna était visiblement nerveuse, mais aussi enthousiaste. « Maman, comment dois-je t'appeler? »« Comme tu veux. Tu peux l'appeler Gaël, papa, comme tu veux. Et si je ne sais pas quoi dire, alors ne dis rien, laisse la conversation suivre son cours. » Gaël arriva ponctuellement, marchant lentement, accompagné de Miguel, comptant les pas jusqu'à l'endroit convenu. En entendant leur voix, il congédia le chauffeur et s'approcha seul. « Salut, dit-il. »« Salut, répondit Anna, plus timide qu'Elena n'avait l'habitude de la voir. « Puis-je m'asseoir avec toi? » Il le peut. Gaël s'assit sur le banc, laissant une distance respectueuse entre lui et Anna. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, écoutant les bruits du parc. « Anna, dit finalement Gaël, ta mère m'a dit que tu savais déjà qui. Ai-je été? Je le savais, je t'ai reconnu sur la photo. Et qu'en as-tu pensé? » Anna réfléchit longuement avant de répondre. « Je te trouvais quelqu'un de bien. Et je trouvais que ma mère et toi étiez très heureux ensemble. » Nous étions très heureux. Pourquoi avez-vous rompu? Gaël regarda Elena qui fit un geste encourageant. Parce que parfois la vie est compliquée et les gens qui s'aiment ne peuvent pas être ensemble au bon moment. Mais est-ce le bon moment maintenant? Je l'espère. Anna s'approcha un peu plus de lui sur le banc. Je peux toucher ton visage. Je veux savoir à quoi tu ressembles. Gaël sourit, bien sûr. Anna tendit ses petites mains et toucha délicatement le visage de Gaël, cartographiant ses traits avec la curiosité naturelle d'un enfant. « Tu as une cicatrice ici, » dit-elle en touchant une petite marque près de son œil gauche, « de l'accident dans lequel j'ai perdu la vue. Est-ce que ça a fait très mal? » Ça faisait mal. Mais ça ne fait plus mal. Et là, dit-elle en touchant les rides autour de ses yeux. Sont-elles dues au sourire ou à la tristesse? Je pense un peu aux deux. Anna retira ses mains et observa son visage. Tu me ressembles. Ta mère le dit. Tu veux aussi toucher mon visage pour voir si je te ressemble? Gaël hésita, trop ému pour parler. Elena l'encouragea d'une simple pression sur son bras. J'adorerais, dit-il finalement. Anna se tenait devant lui, et Gaël toucha le visage de sa fille pour la première fois. Il passa ses doigts dans ses cheveux bouclés, le long des contours de son visage, sur son petit nez, sur sa bouche qui souriait facilement. « Tu es belle, murmura-t-il. Est-ce que je te ressemble? On dirait bien, mais c'est bien plus joli. » Anna rit, et le son de son rire fit sourire Gaël d'une manière qu'Elena n'avait pas vue depuis 15 ans. « Papa » dit Anna en essayant le mot. « Je peux t'appeler papa » Gaël ne put répondre immédiatement. Des larmes coulaient sur son visage. « Bien sûr que tu peux, dit-il finalement. « Papa, tu veux jouer avec moi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Veux-tu que je te décrive les choses du parc, comme tu les as décrites à ma mère au musée ?» Gaël regarda Elena surpris. « Ta mère t'a parlé du musée ?»« Elle l'a fait. Elle a dit que vous vous étiez rencontrés là-bas et que c'était très spécial. C'était vraiment spécial. » Anna se leva et prit la main de Gaël. « Viens, je vais te montrer le lac. » Ils se promenèrent dans le parc, Anna décrivant tout avec la créativité d'une enfant de 8 ans. Les arbres étaient des géants verts qui touchent le ciel. Le lac était un miroir qui reflète les nuages, et les canards, têtes de petits bateaux qui naviguaient en va-et-vient. Elena les suivait à distance respectueuse, observant l'interaction entre le père et la fille. Impossible de ne pas remarquer leur ressemblance, non seulement physique, mais aussi dans leur démarche, leur façon d'incliner la tête pour réfléchir et leurs questions curieuses, surtout. Après 1 heure passée au parc, ils se sont assis, à nouveau sur le banc. Anna était visiblement plus à l'aise, racontant des histoires sur l'école, ses amis et les dessins qu'elle aimait faire. « Anna, » dit Gaël, « puis-je te poser une question? »« Bien sûr. Qu'as-tu pensé quand tu as découvert que j'étais ton père ?» Anna réfléchit attentivement. « J'avais un peu peur au début, mais maintenant je suis heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu un père, et parce que tu as l'air d'être quelqu'un de bien, et parce que ma mère est plus heureuse quand tu es là. » Gaël se tourna vers Elena. « C'est vrai ?» Elena sentit son visage rougir. Anna était toujours très observatrice. « Maman,
dit Anna. Est-ce que vous allez sortir à nouveau ensemble? Anna, protesta Helena. Quoi? Vous vous aimez? Vous avez une fille? Vous semblez heureux ensemble. Pourquoi ne sortiriez-vous pas ensemble? Gaël rit. Elle a raison. Vous êtes impossibles tous les deux, dit Helena, mais elle souriait. Et alors, insista Anna, tu vas sortir avec quelqu'un, oui ou non? Gaël tendit la main vers Helena. Helena, tu veux sortir avec moi? La question était à moitié plaisante, à moitié sérieuse. Helena regarda la main tendue, le visage plein d'espoir de Gaël, l'expression anxieuse d'Anna. Oui, dit-elle en lui prenant la main. Je le veux. Anna frappa dans ses mains. Youpi, maintenant, on est une vraie famille. Gaël serra la main d'Helena et serra Anna contre lui de son autre bras. Oui, dit-il, nous sommes une vraie famille maintenant. 3 mois plus tard, ils étaient sur le porche de la nouvelle maison que Gaël avait achetée à Granja Viana, loin des projecteurs de la ville, mais suffisamment proche de ses responsabilités professionnelles. C'était une maison spacieuse et chaleureuse, avec un jardin où Anna pouvait jouer et une bibliothèque où Helena travaillait. Anna dessinait sur le sol du balcon, créant une œuvre d'art à la craie de couleur, tandis qu'Helena lisait à Gaël, comme elle le faisait chaque après-midi. Ce n'étaient pas les mêmes livres qu'il y a 15 ans, mais l'intimité était la même. « Papa, » dit Anna en levant les yeux de son dessin, « est-ce que je peux te montrer ce que j'ai dessiné ?» Gaël sourit. Anna l'appelait papa depuis 2 semaines, et il était toujours aussi ému. « Bien sûr, ma chère. » Anna lui prit la main et la guida sur le dessin par terre. « On est tous les 3, toi, moi et maman. On est dans notre nouvelle maison, dans le jardin. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes heureux. » Gaël serra sa petite main, vraiment. « Papa, oui? Tu n'es plus triste. » Gaël réfléchit à la question. Il y eut des moments de tristesse, bien sûr. La perte de la vue lui faisait encore parfois mal. Les responsabilités pesaient encore lourd. Le monde pouvait encore être cruel et compliqué. Mais quelque chose avait changé maintenant. Une plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis 15 ans. « Je suis encore triste parfois, » répondit-il honnêtement. « Mais maintenant, je suis plus heureux que triste. Pourquoi? Parce que je vous ai tous les deux. » Anna sourit et retourna à son dessin. Helena s'approcha de Gaël et l'embrassa sur le front. « Et moi, » murmura-t-elle, « je suis toujours contente de te revoir. Même avec toutes les complications. » Surtout avec toutes les complications. Ils étaient assis en silence, écoutant Anna fredonner pendant qu'elle dessinait, sentant la brise de l'après-midi, profitant de la paix d'une famille enfin réunie. « Hélène, » dit Gaël après un moment. « Oui? Merci de m'avoir donné. Une seconde chance. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Je n'abandonnerai plus jamais. Promesse? Je te le promets. » Et cette fois, il savait que c'était une promesse qu'il pouvait tenir. Car certaines histoires d'amour sont plus fortes que le temps, plus profondes que les circonstances et plus puissantes que tous les obstacles que le monde peut dresser sur leur chemin. Helena et Gaël avaient perdu 15 ans, mais ils avaient toute leur vie pour rattraper le temps perdu. Et avec Anna qui courait parmi eux, riant et emplissant la maison de joie, ils savaient que l'avenir qui les attendait serait encore plus beau que le passé qu'ils avaient laissé derrière eux. Car désormais, ils étaient plus que 2 adultes, qui s'étaient retrouvés. Ils formaient une famille, et rien au monde ne pourrait plus les séparer.